Bien, merci de m'accueillir. J'ai eu le plaisir d'assister à la deuxième moitié de la matinée. Il va y avoir des connexions, je pense, ainsi qu'avec la première journée. Et donc, pour ce qui est de cette conférence de consensus, j'ai choisi de vous parler des thèmes 3 et 4. Donc, la sous-thématique 3 qui est le parcours personnel et professionnel du formateur, et la sous-thématique 4 qui sont les pratiques pédagogiques. Et en quelques mots, pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix ? Parce que je suis formateur de profs, comme on voit sur la petite caricature. Donc, je forme des masters en sciences de l'éducation, en orientation, formation d'adultes, donc qui se destinent à devenir des formateurs ou des formateurs de formateurs, ou peut-être encore plus. Mais je suis également actif, donc ça c'est un master en 3 ans, donc c'est vraiment une formation, je dirais, assez costaude quoi, sur le sujet. Mais je fais aussi pas mal de formations courtes de formateurs dans toutes sortes de formats. Et donc cette idée du parcours personnel et professionnel m'intéresse assez bien. Et on va pouvoir avoir l'occasion d'en discuter. Et puis, étant formateur moi-même, la question des pratiques pédagogiques. Alors j'ai cherché une image pour l'illustrer. C'est toujours très stéréotypé, hein. Sur Google Images, je ne sais pas si vous avez déjà tapé formateur, mais ils sont tous un peu héroïques comme ça, ils ont des belles cravates et tout ça. Alors je trouvais sympathique de mettre une image où on ne voyait pas le formateur, où on le devinait, pour un peu illustrer la diversité des profils, des parcours qu'on pouvait avoir. Et donc ça sera la deuxième thématique que j'aborderai. Normalement, je consacrerai la moitié du temps à chacune, plus ou moins. Voilà. Alors, il y a plein de choses qui sont avancées dans la sous-thématique 3. Et j'ai eu l'occasion de voir la conférence de Michel Silin dans son intervention. Et donc, effectivement, je suis plutôt d'accord avec lui sur sa première assertion. J'utilise peut-être pas tout à fait le même vocabulaire, mais quand il dit que le métier de formateur n'existe pas en Belgique, ou la profession, alors là, il faudrait discuter, mais si on entend profession au sens d'un métier où il y aurait un référentiel commun, il y aurait un statut commun, il y aurait un code de déontologie unique, il y aurait des outils que tout le monde reconnaît, il y aurait un salaire associé, il y aurait une trajectoire, ça me paraît assez clair que la profession, ou le métier en tout cas de formateur, et peut-être dans d'autres pays il existe, ce secteur est davantage structuré, mais en Belgique, oui, effectivement, je pense qu'on ne peut pas parler d'un métier de formateur, parce que les conditions d'exercice du métier sont extrêmement diverses. Moi, j'ai une vision plutôt extensive du métier de formateur. Je mettrais comme formateur aussi bien un consultant qui va aller faire des formations sur le leadership de 3 jours dans les banques, que quelqu'un qui va consacrer 2 heures de sa semaine à faire du tutorat dans son entreprise. Pour moi, l'un comme l'autre sont des formateurs, mais le métier n'a rien à voir. Et si on ajoute quelqu'un qui travaille à l'IFA-PME, ou quelqu'un qui est en promotion sociale, ou quelqu'un qui quelques jours sur son année donne des formations, on a quand même un panel qui est très large à tous les niveaux. Et donc, voilà, s'il n'y a pas de profession, par contre, j'aurais envie de dire que la professionnalisation, elle est possible et elle existe. Et je trouve qu'on a eu un bel exemple ce matin. Je ne sais pas si l'orateur du matin est toujours là. Où êtes-vous ? Voilà. Et donc, on a très bien ressenti dans votre intervention que si on ne peut pas nécessairement parler de profession, il y a un parcours de professionnalisation, il y a un engagement, il y a un enthousiasme. Et dans toutes les formations que j'ai l'occasion de faire, mais ça c'est ce que je vois au quotidien, vous allez me dire, c'est ceux qui viennent dans les formations, évidemment, mais ce sont des formateurs qui s'engagent dans le développement de leurs compétences, dans une professionnalisation sur la pédagogie d'adultes, sur l'animation de groupe, sur l'enrichissement des contenus, sur l'utilisation de la technologie, un tas de sujets. Et donc, il existe véritablement des processus de professionnalisation, plus ou moins longs selon, comme vous l'avez bien dit, la disponibilité, les possibilités, ce qui est offert par l'organisation, mais ces parcours de professionnalisation existent. Et puisque dans les consignes de cette conférence de consensus, on invite à se positionner et puis à débattre derrière, si cette professionnalisation est possible, existe avec de grands écarts, je dirais ceci, et je serais ravi d'en débattre avec vous, bien entendu. Il me semble que l'important, ce n'est pas tant de définir la profession,
parce que ça me semble tellement divers que ça me semble un horizon assez lointain. Peut-être un jour ce sera bien, mais ça ne me semble pas à notre portée. Donc ce n'est peut-être pas tant de définir la profession ou le métier que de veiller, à la professionnalisation des formateurs, donc de les soutenir dans leurs efforts à se développer en tant que formateurs et de reconnaître ces efforts-là. Et je rejoindrai assez bien les propos qui étaient liés à une question sur l'évaluation, sur l'idée que il y a parfois d'énormes efforts qui sont faits pour se développer et très peu de reconnaissance derrière. Que ce soit sous forme de reconnaissance symbolique, sous forme de statut, sous forme de certification, sous forme de vérification de la qualité, tout ça est laissé un peu dans une joyeuse anarchie, je vais dire. Et je pense que reconnaître cette professionnalisation et l'aider serait vraiment quelque chose d'intéressant pour nos formateurs. Alors juste un petit mot complémentaire. Vous avez mis ici donc des formations, plusieurs catégories. Et je suis assez d'accord avec ces catégories. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Mais voilà, je crois qu'une autre catégorisation, moi, qui me semble très importante, c'est aussi l'idée de formateur occasionnel et de formateur attitré. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Et c'est pas non plus tout à fait la même chose, le même parcours et sans doute les mêmes exigences. Alors, dans un cas comme dans l'autre, il y a de l'exigence de qualité à avoir, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce n'est pas le même chemin qui va amener à l'un à l'autre, et je vais un peu expliquer ce que je veux dire par là. Alors, vous avez aussi posé la question de comment on devient formateur, et sur la partie droite du tableau, dans A33 là, ici, on voit que le parcours typique du formateur serait un souci de transmettre ses compétences acquises au cours d'un métier. Et moi, j'ai l'impression que c'est un des parcours que je vois et j'aimerais en mettre en avant deux autres. Il me semble que c'est un des trois possibles, il y en a peut-être encore plus que trois. Le premier, oui, j'appellerais ça le spécialiste thématique. Donc là, je vous rejoins avec ce qui est marqué dans l'assertion là. Oui, il y a des personnes qui sont spécialistes, qui sont experts, qui sont passionnés d'une thématique et puis qui vont développer leurs compétences de formateur et se mettre à transmettre ça. Oui, c'est un parcours effectivement très important. J'en mettrai un deuxième qui est l'inverse, c'est-à-dire qui sont les pédagogues d'adultes. Chaque année, il y a quand même des dizaines de diplômés qui sortent des universités avec un diplôme de pédagogue d'adulte, et pour moi, ils croisent les autres. C'est-à-dire que les premiers ont un thème et se demandent comment devenir formateur de ce thème, et les deuxièmes, pour un peu caricaturer, sont formateurs et se demandent sur quel thème est-ce que je serais bien formateur. Et donc ça se croise, et c'est deux portes d'entrée assez différentes qui vont peut-être pas amener au même apport d'ailleurs, mais ça me semble être un autre parcours qui est intéressant de reconnaître, et d'ailleurs les premiers peuvent être assez bien au service des deuxièmes, je pense. Et puis il y a un troisième parcours, j'appellerais ça de l'adjonction. Je ne sais pas moi, pour prendre un exemple vécu récemment, des personnes sont juristes dans une association qui donne des conseils aux ASBL, donc ils reçoivent des coups de fil de coordinateurs d'ASBL sur des problèmes de congés, de législation sociale, ce genre de choses, et se disent, mais j'explique un peu toujours les mêmes trucs aux directeurs d'ASBL si j'organisais une formation. Peut-être que ma vie serait plus simple si plutôt que d'expliquer 25 fois la même chose, je réunissais les gens une bonne fois et pendant 2 jours, je leur expliquais les bases. Et ça, on rencontre pas mal aussi, donc c'est des gens qui ne se destinent pas à être formateurs, mais qui à un moment dans leur métier, ça fait un plus, ça les aide à mettre en place leur métier. Vous avez même des entreprises qui développent ça à l'intention des clients aussi, une entreprise comme Ikea par exemple fait des formations pour les clients. Voilà, c'est pas une entreprise de formation a priori, mais ils se disent qu'ils feront différemment et peut-être plus efficacement le job s'ils adjoignent un peu de formation. Donc je mettrai en lumière ces 3 parcours. Et bon, je crois que là en bas, je ne voulais pas le recouvrir, mais vous posez assez clairement la question des compétences des formateurs d'adultes. Quelles sont ses qualités, comment est-ce qu'on se développe, etc. Nous, on a fait une matrice de compétences des formateurs d'adultes. Évidemment, elle est discutable comme toute matrice de compétences, mais il me semble que si je prends les 4 macro-domaines, il me semble qu'un formateur, dans un premier temps, il cultive une certaine relation à l'environnement. Il est un spécialiste de l'analyse d'un système culturel, d'un système professionnel, d'une culture métier. Il réfléchit aux enjeux politiques de ce qui se fait. Donc voilà, il y a une vision macro.
Évidemment, c'est un spécialiste de l'ingénierie pédagogique, certainement, mais je ne voudrais pas le réduire à ça, hein, ce qu'on fait parfois un peu, ce que j'appelle parfois un peu la plomberie de la formation. Évidemment, c'est important. Il connaît le thème, il sait animer un groupe, etc. C'est aussi un métier relationnel avec une dimension clinique qui est très importante, parce qu'être formateur, c'est être au quotidien confronté aux difficultés d'apprentissage, à la souffrance de ne pas arriver, au questionnement identitaire. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'il y a pas mal de services de formation dans les universités qui sont associés aux facs de psycho d'ailleurs, et puis qui va se développer, lui, va développer son côté réflexif, son côté créatif, etc. Voilà, ce n'est jamais qu'une matrice parmi d'autres possibles, mais c'est juste pour dire que ça vaudrait le coup de questionner cette matrice de compétences. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un bon formateur d'adultes ? Ça donnerait peut-être aussi un horizon, peut-être c'est un enjeu pour l'évaluation aussi, mais ça mériterait de débat. Voilà, alors, quand j'entends des formateurs, comme vous, monsieur, ce matin, et quelqu'un posait la question dans la salle, comment vous êtes devenu formateur aujourd'hui, je ne sais pas où est cette personne, sera peut-être plus pas si évident. Ah, c'était toi, Esther. Bon, voilà, quelqu'un de très avisé à poser cette question. Je crois que la réponse, et on la trouve dans l'assertion, elle est souvent individuelle. Parce que la question aussi peut être posée de manière individuelle, c'est l'envie de partager le métier, etc. Mais j'ai senti, il m'a semblé, dans la réponse aussi, qu'il y a une certaine vision de la société qui passe. Et pas juste, j'ai envie de partager mon métier, il y a aussi, j'ai envie de contribuer à construire une certaine société. Et cette société, moi je l'appelle la démocratie de la connaissance ou la démocratie de l'apprentissage. Donc, et je la définis, ça je vais passer momentanément comme ceci, comme une société dans laquelle chacun, alors j'ai mis une petite liste non exhaustive, demandeurs d'emploi, cadres, formateurs, sportifs, employés, enfin tout ce que vous voulez, pourra développer son potentiel en fonction de ce qu'il cherche et de ce que l'environnement attend de lui. Donc ça, les deux critères sont très importants. Ça ne sert à rien de développer des compétences. C'est même une source de souffrance si les compétences que je développe, il n'y a aucun milieu pour les accueillir. C'est la souffrance quotidienne de beaucoup de diplômés aujourd'hui d'ailleurs, qui font des choses super pendant leurs études, qui développent plein de compétences et puis qui ne trouvent pas un endroit où les exercer. Mais il me semble que beaucoup de formateurs œuvrent pour ça. Si on les entend, ils ont une certaine vision du monde, une vision de la société. Je veux que ce métier se transmette, je veux donner la possibilité à des jeunes d'accéder à quelque chose. C'est pas juste, j'ai envie moi de partager, ça compte. Mais j'ai envie aussi de partager parce que je veux peut-être participer à une certaine société. Donc c'est peut-être une manière aussi de lire les objectifs de manière peut-être plus collective. Voilà pour la première thématique, si j'essaye de respecter le timing. Après, s'il reste du temps, vous me direz. Alors, au niveau des pratiques pédagogiques, je trouvais qu'il y avait pas mal d'assertions aussi intéressantes qui pouvaient se prêter au débat. Et donc, si on part de la A4.1 ici, donc ça m'a un peu interpellé celle-là. Donc vous dites qu'il n'y a pas fondamentalement de différence entre les démarches pédagogiques utilisées en enseignement et celles utilisées en formation d'adultes. Ce sont les mêmes méthodes, les mêmes interrogations, les mêmes résistances, les mêmes limites qui marquent l'action du formateur et de l'enseignant. Je ne dis pas que je ne suis pas du tout d'accord, mais il me semble quand même que les questionnements qui se posent, les profils des apprenants, les contraintes et les opportunités institutionnelles sont relativement différentes. Je pense que de toute façon, si on voit les choses comme trop pareilles ou trop éloignées, on n'aura pas à discuter. Si c'est trop pareil, on n'a rien à se dire. Si c'est trop éloigné, on n'a rien à se dire non plus. Donc je crois qu'un modèle de complémentarité serait assez intéressant. Et pour faire une proposition, il me semble qu'une formation croisée serait vraiment quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, j'explique ce que j'entends par formation croisée. Formation croisée, c'est que tous les formateurs d'adultes puissent avoir accès à une formation pédagogique. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'innovations qui se font dans l'enseignement, qui touchent pas tout à fait les formateurs d'adultes. Je ne sais pas, on va prendre les classes inversées, par exemple, qui est une grande innovation dans l'enseignement, qu'on va plutôt apprendre dans les écoles de pédagogie. Et je trouve ça dommage que toute une série de concepts pédagogiques, proprement pédagogiques, ne sont pas transmis aux formateurs. Et je trouve que l'inverse est dommage aussi. Je trouve que tous les enseignants devraient également, de leur côté, être formés à des concepts de formation d'adultes.
parce que je crois que les ados et les jeunes de maintenant ressemblent de plus en plus aux adultes, tels quand je lis comment on définissait les adultes dans la littérature sur la formation d'adultes dans les années 60, ils sont autonomes, ils sont capables de prendre l'information eux-mêmes, etc. Je me dis, en fait, ces adultes, c'est les ados d'aujourd'hui, ou même les jeunes d'aujourd'hui. Donc je militerais assez bien pour une formation croisée, que les formateurs d'adultes aient accès aux concepts pédagogiques, que les enseignants aient accès aux formations d'adultes. Et puis si en plus ils peuvent se croiser en formation, ça ce sera encore mieux en termes d'échange et de partage de pratiques. Alors, la place de l'innovation et de la créativité dans les pratiques, j'ai essayé d'un peu réfléchir à la fois sur mes pratiques et à la fois sur ce que je vois quand je donne des formations de formateurs notamment, sur la part de l'innovation. Alors évidemment, c'est un sujet très réfléchi, c'était l'objet du forum Formaform, si je me souviens bien, de l'été, de l'innovation. Je dirais une première chose, c'est que la créativité, elle peut se situer à différentes étapes de l'ingénierie de formation. Alors j'ai repris quelques schémas classiques de l'ingénierie de formation, j'en ai pris 3 différents, mais c'est toujours un peu la même idée. Vous avez dans une première phase qu'on appelle ici analyse, qu'on appelle ici diagnostic, qu'on appelle ici analyse, donc en amont, de détection des besoins, d'analyse de l'activité éventuellement. Puis vous avez une deuxième étape qui est plutôt l'étape de l'élaboration, du design-développement ou du design, où on va créer quelque chose. Puis vous avez une étape de mise en œuvre, et puis vous avez une étape généralement d'évaluation ou de retour. Et je trouve que souvent dans la littérature, dans les réflexions sur l'innovation, on se focalise sur l'étape de l'ingénierie. Qu'est-ce qu'il y a eu comme innovation dans la manière de faire la formation? Je trouve que ça vaudrait le coup de réfléchir plus large. Je peux innover dans ma manière d'analyser les besoins, de détecter des nouveaux besoins sociaux, des nouveaux besoins économiques. Je peux être innovateur dans la manière d'analyser le travail, je peux être innovateur à cet endroit-là. Je peux être innovateur dans mon ingénierie, bien sûr. Je peux aussi être innovateur dans ma manière de conduire une formation. Dans ma manière, alors on parlait des gens qui sont sur les somnolents du bord du chemin, c'est ça. Voilà, je peux essayer d'être innovant et de réfléchir à comment je fais avec eux. Et ça, c'est une question que je ne vais pas nécessairement me poser dans l'ingénierie, mais une fois que je serai confronté à la situation, il y a peut-être aussi à chercher des innovations. Donc ces innovations, elles vont aussi se chercher dans la conduite et elles peuvent aller se chercher dans l'évaluation. Donc je trouve que si on parle innovation, ça vaudrait le coup d'avoir tout le spectre de l'ingénierie de formation. Ça, c'est une première réflexion. Une deuxième réflexion, c'est les innovations. Alors, j'ai essayé d'un peu lister des innovations auxquelles j'assistais actuellement, et je me suis fixé sur ce que moi j'appelle les 3 gammes de ressources du formateur. Donc, pour moi, un formateur, il fait son métier, il fait toute sa vie de formateur avec 3 gammes de ressources. La première, c'est son langage. Alors avec le langage, en tant que formateur, on fait beaucoup. Donc le langage, c'est comment je vais donner mes consignes, c'est comment je vais faire une explication, c'est une métaphore que je vais prendre pour expliquer quelque chose, c'est comment je vais expliquer de la théorie, c'est comment je vais montrer un geste avec mon corps, c'est comment je vais entrer en interaction. Enfin bref, je vais parler et je vais utiliser du langage non verbal. Et ça, c'est une première gamme de ressources qui est sans doute l'affaire de toute une vie pour le maîtriser au service de l'apprentissage. Ma deuxième gamme de ressources, ce sont mes contenus. Donc je vais choisir quels sont les contenus que je vais voir. Et d'ailleurs, sur la préparation des contenus, ça c'est un bel objet d'échange entre enseignants et formateurs, je trouve, parce que dans l'enseignement aujourd'hui, l'enseignement est structuré par matière, essentiellement. Je parle notamment de l'enseignement secondaire, avec ces tranches de matière. Et donc, l'enseignant prépare une matière, et à partir de cette matière, va appliquer des concepts ou va appliquer des exemples. Là où le formateur d'adultes, moi j'ai beaucoup d'enseignants qui viennent faire la formation d'adultes, ils doivent retourner la logique, parce que le formateur, il va préparer un sujet, et autour de ce sujet, trouver toutes les matières qui lui semblent intéressantes. Un peu comme moi aujourd'hui, je ne viens pas faire ni parler de psycho, ni de pédagogie, ni de communication, ni d'anthropologie. Je viens parler d'un sujet et puis je vais peut-être aller chercher différentes disciplines qui peuvent être utiles. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui se prête, je pense, à l'échange.
Donc en tout cas, il y a le choix des contenus qui est assez stratégique, et puis il y a le choix évidemment de l'ingénierie, c'est comment je gère mon espace, comment je gère mon temps, est-ce que je mets en place un jeu de rôle, est-ce que je fais un exposé, est-ce que je fais des sous-groupes, enfin voilà, comment je mets en place l'activité d'apprentissage. Je pense qu'avec ces 3 choses-là, on a les 3 ressources d'un formateur. Alors bon, souvent ce que je dis à mes étudiants, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a des 3 à réviser, peut-être les 3, mais il faut peut-être changer les contenus, ou changer le langage, ou changer l'ingénierie, ou peut-être 2 ou 3 d'entre eux. Alors j'ai essayé d'un peu voir autour de moi ce qu'il y avait comme innovation dans chacune. Alors au niveau du langage, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle la facilitation visuelle ou le sketchnoting. Donc on peut remarquer notamment que l'utilisation des PowerPoint a fort changé au cours des 10 dernières années. Le PowerPoint, c'était fort des plans. Et de plus en plus, les PowerPoint maintenant sont des images. On est dans une... Voilà, c'est une banalité que de le dire. On est dans un monde de l'image, dans un univers de l'image. Peut-être vous avez déjà vu ce genre de petit schéma. Il y a maintenant pas mal de formations, on apprend aux formateurs à faire ce genre de dessin en direct, etc. Il y a de plus en plus de bouquins aussi qui utilisent ça. Donc voilà, la facilitation visuelle, le sketchnoting, c'est sans doute une innovation de langage qui touche de plus en plus les formateurs. Et de manière plus générale, l'utilisation de photos, d'images, de symboles, de logique en images, de cartoons, de BD pédagogiques, enfin il y a tout un univers qui va utiliser la visualisation. Et plus globalement encore, la multiplication des registres langagiers et le travail sur l'attractivité langagière. Alors voilà, si moi aujourd'hui je veux par exemple me documenter sur un sujet en économie par exemple, eh ben, je vais aller en quelques clics, je vais avoir accès à toutes sortes de langages qui vont me parler de l'économie. Je peux trouver sur YouTube par exemple une conférence qui va être très savante sur l'économie, mais je peux aussi tomber sur une conférence gesticulée qui va m'expliquer ça avec humour et dérision, mais quand même avec des contenus assez solides. Je peux tomber sur des gens que d'une manière très familière, avec un langage très proche du langage de la rue, vont m'expliquer les rudiments de l'économie. Je peux tomber en fait dans ma vie de tous les jours, je peux avoir sur n'importe quel sujet plein de registres langagiers, puisque la parole académique maintenant n'est plus l'unique parole qu'on va trouver sur ce genre de médias, et donc je pense qu'en formation c'est pareil, quoi. Il y a un travail sur l'attractivité langagière, sur la multiplication des registres qui est en train de se développer et qui est sans doute aussi quelque chose à réfléchir. En termes d'ingénierie, quelques innovations qui me semblent essentielles aujourd'hui. Alors j'appellerais ça la technologisation simple. Je veux dire par là que dans mes rencontres avec des formateurs, il y a bien quelques geeks dans ceux qu'on rencontre, mais je ne rencontre pas nécessairement de la technologisation hyper sophistiquée en formation, mais si je prends peut-être des programmes que vous connaissez comme Answer Garden qui permettent de faire des brainstorming, Padlet qui font des partages, Prezi, PowerPoint, WooClap, etc., disons que ce sont des outils au service des formateurs sans exiger d'eux que ça devienne des grands technologues. Et ça, de plus en plus, ça commence à émailler les formations. Ça pose la question de leur utilisation, évidemment. C'est des outils qui sont très attractifs. Encore faut-il les utiliser correctement. Mais en tout cas, c'est quand même une tendance à laquelle on va insister. Une deuxième tendance, c'est l'hybridation. Ah, j'aurais dû prendre un dé avec moi, tiens. J'avais oublié. Personne n'a un dé à 6 faces par hasard avec lui. La dernière fois que je l'ai fait, il y avait quelqu'un. Non, j'ai pas de... Bon. Parce qu'il y a des formes d'hybridation. Alors regardez pourquoi je propose le dé à 6 faces. Vous avez d'un côté le monde du travail, le monde du travail, et de l'autre côté le monde de la formation. Et chaque monde a ses lieux habituels, ses personnes ressources, ses buts, ses supports, ses activités, ses sources d'autorité différentes. Alors ce que j'appelle la hybridation, c'est quand vous commencez à mélanger les deux, quoi. Et ça, il me semble que c'est vraiment une tendance importante aujourd'hui en formation. Alors bon, quelqu'un peut peut-être me dire un chiffre de 1 à 6, comme ça fera comme si on avait un dé. Vous dites 3. Alors voilà, imaginons qu'on a tout à gauche, sauf le 3. Donc on est dans l'entreprise, on est avec des personnes du métier, on travaille avec des objets professionnels, on a des tâches opérationnelles à réaliser et il y a de l'expertise technique, mais le but est plus la transformation de soi que la transformation du réel. Donc on est dans l'entreprise, on travaille,
on fait vraiment le job, sauf que le but c'est que les gens se forment, quitte à ce que la productivité, ce soit pas grave si on n'a pas produit quelque chose de très performant ce jour-là. Et ça, c'est une forme d'hybridation. On pourrait jouer avec le dé toute l'après-midi et changer 2 critères, ou bien faire 3 critères, ou je pourrais faire l'inverse, aller du côté de la salle de formation, tout prendre dans la salle de formation, sauf un critère que je vais prendre côté monde de la formation. Et ça me semble une piste de développement très importante, et que pour le coup on va moins rencontrer à l'école, c'est cette possibilité d'hybridation entre le monde du travail et le monde de la formation. Alors il y a eu tout ce courant où on parlait d'apprendre par le travail, apprendre au travail. Je pense que ça va encore plus loin avec ce genre de logique. Alors voilà, je reprends la suite. Oui, très bien, merci. Il y a aussi tout ce qui relève de ce qu'on appelle la gamification, donc le fait de mettre les choses en support ludique. Alors il y a le serious game qui est bien connu et dont on donne souvent une version technologique. Quand on dit serious game, on pense souvent à des environnements de jeux vidéo, mais la gamification, ça peut être aussi du plateau, ça peut être toute forme de transformation en environnement ludique, même si un des principes de base que moi j'ai souvent lu en formation des adultes, c'est que l'adulte est là avant tout pour apprendre et que son envie de jouer est toujours secondaire par rapport à son besoin de croissance. Il n'empêche que ça peut être mis au service d'eux, évidemment. Et enfin, je dirais en termes d'ingénierie, la multiplication des sources de savoir et des prises de parole, l'intelligence collective, les sources partagées. Aujourd'hui, si je vais sur un article de presse, mettons que je vais sur le site de Sud Presse, je vais avoir un article de 15 lignes et je vais avoir, 100 lignes de commentaires de lecteurs. Et ça touche la formation aussi, quoi. Les dispositifs sont de plus en plus dans des sources partagées de savoir. Et donc, j'aime assez bien ce tableau en termes d'ingénierie qui nous montre, tableau que j'ai eu l'occasion de montrer la semaine passée au DET d'ailleurs, qui nous montre qu'en fait, on a un potentiel de développement du point de vue des dispositifs qui est énorme et que chacun d'entre nous sous-emploie. Je me mets dedans. Si moi je fais honnêtement l'exercice et que vous me demandez « mets une croix dans toutes les cases de ce que tu fais », je vais mettre 5 ou 6 croix. Et chaque fois, je me remets le tableau sous les yeux pour me donner une petite claque et pour me dire « reviens pas toujours aux mêmes activités ». Pour vous aider à le lire, à gauche, donc en ligne, vous avez plutôt les dispositifs et en colonne, vous avez les techniques. Donc les dispositifs, le groupe de formation, les communautés de pratique, le groupe de co-développement, les groupes réels, le coaching, le tutorat, le cours particulier, l'hybridation, l'outdoor, l'e-learning, l'enseignement à distance. Si vous voulez, on reparlera de tout ça dans le débat, mais voilà, chacun de ces dispositifs peut être croisé avec n'importe laquelle de ces colonnes, même s'il y a des cases qui sont un peu plus surprenantes parfois. Est-ce qu'on va faire de la manipulation d'objets, je sais pas moi, dans un coaching on se dit, oui, peut-être pas. Et puis si on réfléchit un peu, on va trouver sur des sujets de coaching toujours des moyens peut-être de métaphoriser quelque chose en manipulant un objet, d'essayer quelque chose pour montrer au coach comment on fait. Puis voilà, on va trouver... Donc évidemment, les cases inédites, c'est celles qui sont les plus créatives potentiellement. Mais déjà, rien que se situer, voir ce qu'on fait et ce qu'on pourrait faire, je trouve que ça pourrait être une belle piste. En tout cas, moi, je l'utilise pour moi. Sans dire que je fais toutes les cases. Voilà, et alors, au niveau des contenus, c'est pas évident, évidemment, parce que c'est très divers, mais il me semble que les contenus qui touchent à l'environnement, qui touchent à la sécurité et qui touchent au bien-être sont des contenus qui se développent beaucoup, notamment parce qu'il y a des exigences légales tout simplement qui supportent ce genre de choses. Et évidemment, un contenu que j'appellerais de mes voeux, c'est toute la question justement de l'apprentissage, d'apprendre à apprendre, de développer des compétences transversales qui favorisent un environnement d'apprentissage, parce que je crois que chacun d'entre nous est potentiellement formateur, même s'il n'en porte pas du tout le statut, mais si j'explique quelque chose à un collègue ou qu'il me l'explique, on est déjà dans un rôle de formation, et donc là il me semble aussi qu'il y a, c'est pour ça que j'insiste dessus, des choses à faire de ce côté-là. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et nous pouvons débattre maintenant.
Donc je redis les bonnes choses. Merci beaucoup pour l'intervention et pour... Encore une fois, c'est le plaisir, je pense, de journées comme celle-ci, c'est que chaque intervention apporte un éclairage nouveau. Et toujours, je trouve ce mélange intéressant de questions de fond, mais aussi d'illustrations pratiques qui permettent d'atterrir, en tout cas pour la majorité des formateurs que nous sommes. Mais en termes de type de formateur ou de type de public, etc., est-ce qu'il n'est quand même pas pertinent de rechercher des invariants? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait vain, tout à fait inutile? Est-ce qu'il est légitime d'essayer, dans cette variété effectivement énorme de pratiques, de chercher quand même des invariants? Est-ce que ce n'est pas un travail utile à faire? Si, clairement. Et quel pourrait-il être? C'était un peu dans cet esprit-là aussi qu'il y avait l'idée d'une matrice de compétences des formateurs d'adultes, c'est-à-dire qu'au-delà de la diversité des conditions, des apprenants qu'on va avoir en face de soi, des enjeux, des contenus, il y a quand même des choses transversales qui sont les qualités du métier, qui vont se jouer de manière très différente, mais si on veut parler de professionnalisation du métier, il y aurait sûrement tous ces invariants-là, donc l'accompagnement de l'apprentissage, la création d'environnements stimulants, la capacité à gérer la relation, la capacité à penser un espace et un temps favorable à l'apprentissage, ce genre de choses, et encore bien d'autres, mais oui, ce sont certainement des invariants, oui, tout à fait. C'est vrai que moi j'ai parfois utilisé l'image d'un caméléon qui finalement change de couleur en fonction des métiers qu'il traverse, mais la composante... Mais ça reste un caméléon. La composante est la même, mais... Voilà. C'est une belle image, parce que ça reste quand même un caméléon au final. Ça reste, voilà. Et la deuxième question, c'est concernant, je pense que ça a émaillé votre intervention, comment vous définiriez-vous la professionnalisation? Quelles sont ses caractéristiques? Comment la caractériser? Par quoi? Je ne sais pas si ça va vraiment... Enfin, vous me direz si ça répond à votre question. Je crois que c'est un chemin, c'est un processus qui consiste à... C'est pas un résultat. C'est pas un résultat. Pas tout à fait. C'est un processus qui consiste à développer ses compétences au service des effets qu'on recherche. Et en tant que formateur, ce sont non seulement des effets d'apprentissage. Et je n'ai pas eu l'occasion d'en parler ici, mais c'est pas que. Je crois que, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sûr que c'est un critère super important, est-ce que les gens ont appris? Mais il y a d'autres enjeux aussi, est-ce que je les ai motivés par exemple? Est-ce que j'ai eu un impact en termes de motivation? Est-ce que j'ai créé les identités que je voulais créer? Par exemple, une identité de futur professionnel. Donc voilà, donc c'est un chemin qu'on va faire petit à petit pour augmenter ces impacts-là, dans le sens d'être plus compétent. C'est pour ça que j'aime bien te parler de... Si profession, il n'y a pas professionnalisation, je trouve qu'on l'a bien vu ce matin, il y a par contre. Mais elle est insuffisamment reconnue, me semble, et valorisée, etc. Devrait-elle être davantage accompagnée, structurée? On a quand même le sentiment que les formateurs se retrouvent fort seuls dans ce trajet. Il y a une diversité énorme d'offres par rapport à ça. Vous pouvez aller faire un master à l'UNIF, vous pouvez faire 2 jours dans une ASBL qui propose un module, vous pouvez aller dans une école qui fait de la formation, vous pouvez aller en promotion sociale, suivre quelque chose sur l'animation des groupes parce que vous dites que ça va être proche. Donc c'est vrai que c'est hyper éclaté comme paysage de ce qu'on peut proposer aux formateurs. Ça c'est sûr, donc c'est pas nécessairement facile de se dire tiens j'ai envie d'être un meilleur formateur, il est où le catalogue quoi? C'est pas évident, effectivement. Ok, merci. Merci à vous. Oui, Daniel, sans vouloir t'enfermer dans tes fonctions, je trouvais non seulement l'exposé était très clair, mais tu as une double fonction qui est, tu donnes cours, donc tu as des pratiques pédagogiques, mais tu as aussi la responsabilité de directeur d'unité. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est par rapport à ce que tu as expliqué sur la professionnalisation. Comment se construit cette professionnalisation entre l'apport, entre guillemets, des professionnels en construction, donc des praticiens de terrain, et l'apport institutionnel. Donc, en quoi est-ce qu'il peut y avoir un effet de renforcement, d'accompagnement, pour cette professionnalisation du métier de formateur? Ce que tu appelles l'apport institutionnel, tu peux parce préciser? que dans ton institution, tu as
tu aides justement à construire le master, donc tu aides avec des personnes qui arrivent de différents endroits. Effectivement, tu es dans un processus de professionnalisation, mais qui est accompagné institutionnellement. Où chacun n'est pas simplement laissé à son propre vouloir, mais il y a une articulation que tu construis. Alors comment est-ce que tu vois ça par rapport à tout le champ de la formation du... Je sais que c'est une grosse question. Je réfléchis à comment répondre. C'est sûr que dans le cadre d'une formation universitaire en pédagogie d'adultes, on a un environnement qui est fortement structuré et institutionnalisé. Avec des cours, avec des examens, avec un mémoire, avec des stages, avec des séminaires d'accompagnement de stage, avec des visites de professionnels, avec une articulation de programmes. Et je pense pas que tout le monde doit nécessairement faire ça. Par contre, je pense que les gens qui font ça pourraient avantageusement aider des personnes qui ne souhaitent pas faire un master, mais qui souhaitent avoir une certaine structure institutionnelle. Et ce dispositif existe. Je veux dire, il y a, je sais pas moi, il y a des diplômés qui se j'ai quelques étudiants en tête qui se retrouvent, je sais pas moi, dans un centre de compétences, par exemple. Donc on va développer des métiers, je pense régulièrement au centre épicuriste, donc on va développer les professions des métiers de l'alimentation et on va avoir des conseillers pédagogiques qui vont aider des formateurs métiers, des formateurs terrain, des bouchers, des hôteliers, enfin voilà, ce genre de pizzaiolos, etc., à concevoir leurs ressources pédagogiques. Donc, quelque part, ils vont contribuer à quand même structurer un peu et institutionnaliser un environnement d'apprentissage à leur manière. Et donc, voilà, ce ne sera pas aussi structuré, évidemment, et aussi long et pénible, je ne sais pas, mais est aussi long qu'un master en 5 ans, avec 3 ans quoi, de professionnalisation. Mais il y a peut-être des échelons différents à trouver. Enfin, c'est ça que je voulais mettre en débat aussi avec vous, mais ça me semble irréaliste d'imaginer que quiconque qui va être tuteur ou faire de la formation va faire un master. Quoi. C'est peut-être pas très réaliste. Quoi. Ce n'est pas l'objectif de ma question. Ouais. Alors, oui, j'entends bien. Ce serait vraiment... vraiment intéressant, qu'est-ce que tu construirais comme préconisation, par exemple? Tu dis, voilà, j'ai une préconisation à faire à partir de là, par rapport aux institutions qui doivent s'occuper de formation. Je dis sans vouloir te piéger là-dedans. Bah, je pense qu'une réflexion sur les compétences qu'on veut développer serait déjà quelque chose à faire en amont. Alors voilà, je pense ici à des organismes comme Formaform, etc., justement, qui sont actifs dans ce genre de domaine. Donc voilà, quelles sont les compétences qu'on veut développer? Qu'est-ce que nous, on sait développer? Il y a peut-être des consortiums à construire, des logiques de collaboration, de lien. Alors, parce que dans beaucoup de secteurs professionnels où on fait de la formation continuée, c'est ce qui se passe, quoi. Il y a une certaine structuration du champ, il y a un échange avec le monde professionnel, il y a un échange avec le monde académique, il y a un échange avec les secteurs, éventuellement avec les organisations syndicales. Enfin, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus collégial ou partenarial à construire, je dirais. Mais on est au balbutiement. Et donc, du coup, c'est vrai que pour le formateur qui veut se développer, c'est un grand buisson, donc c'est dur de démêler ce qu'on va pouvoir trouver et où. C'est un environnement concurrentiel aussi, évidemment. Hein. Donc, c'est à réfléchir, quoi. Voilà. Merci. Merci, Joseph. Marianne. Vous parliez tout à l'heure de la différence entre enseignants et formateurs en disant bah oui, c'est pas si la même chose que ça finalement. Non, j'ai l'impression. Moi, j'aimerais bien avoir vos remarques ou conseils concernant un profil un peu hybride, en tout cas que moi je rencontre régulièrement, qui sont les formateurs en formation en alternance, qui finalement sont des gens qui sont issus des pratiques métiers, qui ont en effet un bagage métier important et qui se retrouvent maintenant à devoir former des jeunes entre 15 et 18 ans et qui sont très souvent démunis. Et donc en formation d'adultes, nous on leur donne un background pédagogique lié à la formation d'adultes, mais là on a des profils, j'ai envie de dire, hybrides, ni enseignants, ni formateurs d'adultes. Oui, il y a quelques publics hybrides comme ça. Il y a les formateurs en alternance, il y a les gens qui travaillent à l'IFA-PME avec les jeunes. Il y a la promotion sociale, où là c'est l'inverse, le public est adulte, mais l'institution c'est l'enseignement avec ses horaires, donc c'est l'école quand même.
Et donc c'est vrai que ces publics-là, c'est vraiment à la fois des enseignants et des formateurs d'adultes. Donc vraiment la préconisation pour eux. Je ne sais pas si, peut-être à terme même, je pense à la promotion sociale et à l'alternance singulièrement, peut-être que ça doit être reconnu comme un métier à part entière avec une formation, peut-être. Et d'ailleurs, ça mériterait d'être mis sur le tapis. On parle de la réforme de la formation initiale des enseignants. Mais quid de ce genre d'enseignants ? Et en tout cas, une formation hybride, ça me paraît évident. Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure, quoi. Une formation solide en pédagogie, une formation solide en formation d'adultes, en andragogie, enfin en pédagogie appliquée aux adultes. Et je pense que ces publics hybrides-là, alors, je ne sais pas s'il faut des études complètes. Hein. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont entrer dans les études en disant « Moi, ma vocation, c'est prof en promotion sociale ». Peut-être pas. C'est peut-être parce que ça n'existe pas aussi, hein, qu'il n'y a pas la vocation. Mais par contre, au moins une spécialisation, peut-être dans les hautes écoles, peut-être dans les universités. Enfin, c'est quand même un champ qui est très laissé pour compte, en fait. Hein. Et je dis souvent, quand je fais des interventions en promotion sociale, je vais dans une librairie, je ne vais pas citer de nom, mais je vais très vite trouver le secteur école. Je vais trouver aussi le rayon pédagogie, avec pédagogie d'adultes, j'entends, avec, vous savez, ces bouquins, la collection Mukieli et tout ça. Mais enseignant pour adultes, j'ai trouvé un livre, quoi. C'est tout. De 2005 en plus, donc voilà, je ne suis même plus sûr qu'il est encore dans les rayons. Mais voilà, donc là je crois qu'il y aurait vraiment quelque chose à préconiser en termes de développement d'une formation hybride. Mais de toute façon, même si on ne le faisait pas, même si ce n'était pas spécifique, je crois que même, c'est pas perdu de toute façon. Même pour un instit, avoir eu un bout de formation d'adulte, ce serait intéressant. Et pour un formateur d'adulte pur, avoir eu un bout de pédagogie, ce serait intéressant. Donc, faire rentrer ça dans les hautes écoles, par exemple, ça me semble assez indiqué. Je ne sais pas si je réponds à votre question en m'exprimant comme ça. Oui, mais moi je pensais plus à, en effet, ces formateurs qui travaillent sur la pratique métier et qui donc sont des formateurs qui démarrent leur carrière de formateur à 50 ans et plus. D'accord. Qui enseignent à des 15-18 et qui donc ne vont sans doute pas reprendre un cursus longue durée. On peut raisonner aussi, le même raisonnement s'applique en termes de formation continuée et en cours de carrière. De nouveau, on n'est pas obligé de... Là, je parlais formation initiale, mais c'est sûr qu'il y a une offre de formation à avoir qui existe en partie, qu'on va trouver en partie à l'IFC s'ils sont dans le cursus de l'enseignement, qu'on va trouver à gauche, à droite. Mais oui, il y a une formation à développer là-dessus. Ça pourrait être une des préconisations ici, certainement. Et ce public des 15-18 en alternance, c'est vraiment autant de la pédagogie que de la format adulte, quoi. C'est vraiment les deux, quoi. Bonjour Monsieur Faux. Bonjour. Ma question serait, on a beaucoup parlé de formateurs d'adultes. Oui. Est-ce que, à votre sens, en tout cas au niveau académique et université, puisque comme vous êtes professeur ordinaire, vous représentez aussi l'université. Est-ce que vous pensez que tout ce qui touche aux adultes doit relever de quelque chose de spécifique, type master en pédagogie des adultes, ou bien s'inscrire dans un champ plus large qui est celui des sciences de l'éducation? Et alors, hors champ universitaire, est-ce que vous pensez aussi qu'il n'y a pas tout un regard interdisciplinaire, comme vous êtes psychosociologue, je pense que ça vous parlera, qui touche justement à l'économie de l'éducation, à la philosophie de l'éducation, à la sociologie de l'éducation, à la sociologie politique, à l'ingénierie des pratiques sociales, aux sciences du travail, qui peut nourrir même le formateur de base. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir un formateur au rabais qui sera bon pédagogue, bon exécutant, qui sera capable de faire ce qu'on lui dit, mais qui sera incapable de se distancier de son objet de recherche pour justement passer de questions d'acteur à des questions plus formalisées. Parce que pour moi, si on veut faire évoluer un champ, il faut s'abstraire de ce champ. Et c'est justement ce regard universitaire, distancié et critique, qui participe aussi à notre construction identitaire de formateurs. Enfin, je voulais savoir ce que vous pensiez de toutes ces questions. Question bien complète, merci. Et vous êtes bien documenté, je vois. Donc sur la première question, juste pour info, effectivement, le master chez nous à l'Université de Liège, il est en sciences de l'éducation et c'est une des finalités.
Bon, il y en a deux en gros, et une finalité enseignement, une finalité formation d'adultes. Donc on est dans le secteur des sciences de l'éducation, mais vous les avez bien mises au pluriel, hein. Donc les sciences de l'éducation, même si ça ne se voit pas toujours dans les programmes en sciences de l'éducation, peut-être malheureusement, mais les sciences de l'éducation, c'est bien pluriel. Donc les sciences de l'éducation, ce n'est pas que la pédagogie, c'est l'économie de l'éducation, c'est la politique de l'éducation, c'est l'éducation et le travail, c'est l'ingénierie bien sûr, c'est le management et l'éducation. Enfin oui, donc là je vous rejoins tout à fait. Je vous rejoins aussi dans l'idée que il faut s'abstraire du champ, et donc c'est vrai que si je reviens à ce que j'avais mis là sur les compétences, je crois qu'on est bien sur la même longueur d'onde, voilà, dans le sens où ça j'en ai pas parlé, mais c'est pas grave. Où est ma matrice de compétences? La voilà. La première chose sur laquelle on veut insister, c'est qu'on n'est pas que un spécialiste de l'ingénierie pédagogique, on est aussi un spécialiste d'une relation à l'environnement. Et donc, je ne vais pas beaucoup développer tout à l'heure, mais c'est sûr que comprendre ce qui se joue dans une organisation, comprendre des rapports professionnels, comprendre des rapports de pouvoir dans le monde politique ou dans le monde du travail, comprendre une culture métier, se concerter avec différents acteurs pour faire un projet de formation cohérent, pas juste sur le plan pédagogique, mais aussi sur le plan de la gestion des ressources humaines, d'une certaine vision politique, etc. Ça fait partie du champ. Donc je suis tout à fait d'accord que dans l'idéal, et en tout cas, pour ne pas le faire au rabais, on n'est pas juste des spécialistes de la transmission pédagogique. Oui, certainement. Donc voilà, il y avait beaucoup de questions dans votre question. J'ai retenu ces deux aspects-là. Alors, est-ce que c'est bien situé en sciences de l'éducation? Je dirais oui, si on a une vision suffisamment extensive des sciences de l'éducation, comme vous l'avez défini à ce moment-là. Je pense que ça peut s'y trouver. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des grands débats, et dans d'autres facultés, dans d'autres universités, la formation des adultes est en psycho, par exemple. Et vous avez dit que c'était psychosociologue, effectivement, ça a tout son sens aussi. Parce que il y a une dimension psychologique qui est indéniable au métier également, mais on peut faire la même remarque, il ne faudrait pas une psycho étroite non plus. Donc c'est vrai que les sciences du travail ont leur place, enfin voilà, il y a un vaste champ qui a sa place. Mais de nouveau, ça c'est une question que je me pose et que je renvoie à tout le monde, quoi. Quid du formateur occasionnel qui fait quelques jours de formation par an, etc. Si toute cette ambition que vous déclinez est juste, on fait quoi quand même dans ces cas-là, quoi? Quel petit bout on va donner? Enfin, il y a un principe de réalité à un moment qui va jouer, donc où est-ce qu'on met la barre? Et ça, j'ai pas la réponse par rapport à ça. Il ne faudrait pas s'appuyer sur les motifs d'entrée en formation est-ce qu'il ne faudrait pas prendre appui sur la typologie carrée des motifs d'entrée en formation pour, par exemple, des motifs opératoires professionnels, des motifs identitaires, des motifs même aussi de créer un environnement social pour justement définir le parcours de formation de chaque formateur. Et comme ça, on individualiserait le parcours de formateur, quitte après, par l'expérience, à pouvoir valoriser aussi tout ce qu'on acquiert de sa pratique professionnelle. Mais je pense que la notion de valorisation et de reconnaissance, elle est super importante aussi là-dedans, parce que si on commence à développer des réflexions, on va dire oui, mais pour être un bon formateur, il faut, et on va remplir la charrette à ras-bord. Ça va aussi avoir un effet, je pense, potentiellement néfaste, parce qu'il y a énormément de formateurs qui font un super job, quoi. Donc il y a aussi l'idée de les accompagner, de continuer à travailler avec eux, voilà, mais c'est toujours un peu le débat sur des professions émergentes, quoi, quelque part, hein. Est-ce qu'à un moment on dit stop, il faut avoir fait tout ça, ou est-ce qu'on travaille avec les gens qui sont là, est-ce qu'on profite de tout ce qu'ils développent, de tout l'enthousiasme, de tout le talent qu'ils peuvent mettre déjà aujourd'hui au service de ce qu'ils font? Donc je crois qu'il y a aussi tout un travail d'accompagnement qui est tout aussi important, mais dans une conception ouverte, telle que, moi je m'y retrouve bien dans la conception ouverte que vous avez. Ils n'ont pas nécessairement besoin qu'on leur apprenne à rédiger des objectifs, c'est peut-être pas ça la priorité, ou peut-être que oui, mais c'est peut-être autre chose, quoi.
Parce que je me dis que la session des formateurs de base à l'université participe aussi à la démocratisation même de l'université. Enfin, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, a priori, n'étaient pas destinés à intégrer l'université, qui se retrouvent, à condition évidemment de fournir les attendus, mais valorisés aussi dans une carrière, en tout cas à titre universitaire. Oui, bien sûr. Et quand on voit le capital culturel des personnes, souvent ce sont des personnes dont les parents n'avaient pas fait de diplôme. Enfin voilà, ça ouvre l'université aussi sur la société et sur le monde. Oui, c'est très bien. Mais... Okay. Voilà, c'est pas évident parce que je ne voudrais pas que vous entendiez mon intervention comme à tout prix passer par l'UNIF pour faire le job, quoi. C'est pas ça l'idée non plus. Non, quoi. Mais c'est très bien si les gens... Pardon ? Je dis non parce que c'est à format forme qu'il faut passer. Oui, et puis moi je m'en sortirais pas si tout le monde vient. Enfin voilà quoi. Je crois qu'on se rejoint. Voilà, on va prendre une autre question. Oui, merci d'abord de votre exposé. Je trouve que pour le compléter un petit peu et dans le sens de ce que vient de dire Gaël, heureusement, une bonne partie des gens qui ont besoin de compétences, ce sont des actifs. Bien sûr. Et qui se retrouvent confrontés aux challenges technologiques. Et donc, à des gros enjeux de la formation d'adultes, ce sera de leur permettre de se former pendant leur période de travail. Et se pose la question du financement, etc. Donc, et c'est eux qui vont subissent le choc des changements technologiques. On voit toutes les cellules de reconversion qui se multiplient. Et donc ça montre bien que là, il y a un champ qui est très, très souvent peu abordé. Il est abordé sous le champ de la reconversion et de l'emploi, mais pas sur le champ de comment est-ce qu'on garantit que ces personnes vont garder leur emploi dans cette société ou dans une autre. Donc, premier élément. Et alors, deuxième élément également, c'est que par rapport à l'ingénierie pédagogique, l'ingénierie pédagogique ne se situe pas uniquement dans un centre de formation ou dans une université, mais il peut aussi se situer sur des simulateurs pour lesquels le formateur lui-même doit avoir non seulement une compétence pédagogique, mais également une compétence technique, parce que ces simulateurs, réalité augmentée, etc., ont des coûts au niveau industriel tellement élevés que donc là, il y a une composante technique à la compétence du formateur d'adultes. Donc c'est peut-être pour compléter, mais ça mériterait des débats, parce qu'effectivement, il faut à un moment donné voir quel est le champ qu'on couvre et avec quel financement, parce que si on veut tout faire avec de l'argent public, on n'y arrivera pas. Ça, c'est une question fondamentale derrière. Voilà, je crois que c'était plus une réflexion qu'une question, hein, mais oui, enfin, peut-être je rebondis juste sur un élément. Oui, effectivement, l'apprentissage et l'ingénierie ne se trouvent pas que dans les centres de formation dédicacés ou dans les universités. Récemment, j'ai eu l'occasion de donner une formation pour des directeurs d'école dont la thématique était le directeur, un formateur au service de son équipe. Et l'idée était de stimuler chez le directeur d'école l'idée que, outre un responsable administratif, financier, pédagogique, il était aussi un formateur, parce que... je vais vous dire comment je les ai convaincus, enfin je crois. Non, mais ce que je leur ai dit, c'est, vous avez été enseignant avant, et si vous repensez aux directeurs qui vous ont marqué, peut-être vous vous souvenez d'un qui avait des belles conceptions pédagogiques, ou un autre qui était un super gestionnaire, ou quelqu'un qui gérait les conflits admirablement, mais peut-être celui dont vous vous souvenez le mieux, c'est celui où vous vous dites, en passant par chez lui, j'ai grandi. J'ai eu l'impression de passer 4 ans avec ce directeur et ça m'a apporté quelque chose à moi et je ne suis plus le même enseignant aujourd'hui. Et ça, c'est quand même quelque chose de très riche, quoi, de pouvoir se dire ça. Et donc voilà, des gens dont le métier n'est absolument pas d'être formateurs, ils sont directeurs, ils doivent diriger, ils doivent administrer, ils doivent gérer des ressources humaines, ils doivent gérer de l'argent, ils doivent remettre des papiers d'inscription à temps, ils doivent vérifier qu'il y a du papier toilette et tout ça. Mais voilà, on peut dire ces gens-là, une part de leur job, c'est d'être formateur. Et donc, voilà, encore quelque chose... Alors là, c'est plus de l'ingénierie de formation du tout, hein, mais c'est de la formation
quand même, quoi. Alors là, on pourrait généraliser ce que je dis là à plein de fonctions managériales ou de coordination, ou même entre collègues, quoi. Voilà, on est sur un scope qui est très large, mais s'il peut y avoir une sensibilisation, je trouve que ce serait pas mal, quoi, à cet aspect-là, parce qu'on est dans une société de la connaissance, donc avec une évolution continue. Et elle doit aussi se passer en dehors des lieux formels de formation, je pense. Et avec la particularité peut-être de l'enseignement, que les directeurs sont quasiment tous passés par la case enseignant, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la formation professionnelle. Oui. Et donc ça c'est... jamais quitté l'école. Oui. Voire même Oui. jamais quitté. Mais c'est vrai que du coup il y a une continuité une continuité en même temps une rupture. Et en même temps une rupture. Parce qu'ils doivent changer les méthodes d'apprentissage, du coup. Ils ne peuvent plus... Et c'est ce qu'ils disent souvent, effectivement. Je confirme parce que j'ai été enseignante pendant une vingtaine d'années et puis oui. je suis devenue directrice et malheureusement, clairement, la partie pédagogique, on n'a plus vraiment le temps de le faire comme on voudrait. Oui, alors ça pose la question de qu'est-ce qu'on dégage comme temps aux personnes qui travaillent pour dégager du temps d'apprentissage, pour apprendre ou pour aider autrui à apprendre. Là, c'est une question de productivité, de société qui est plus vaste, hein, mais c'est sûr que quand on est à 100% le nez dans le guidon, les activités d'apprentissage, soit elles n'ont pas lieu, soit elles se font dans de mauvaises conditions. Et ça peut être très frustrant, effectivement. Et je pense que ça peut même être transposé à tout type de manager dans une entreprise qui a aussi cette dimension formative de son équipe. Absolument. En dehors de nos institutions d'enseignement et de formation, quoi. Ouais.